Bonsoir Maître Georges. Bonsoir Madame. Je rappelle que vous êtes président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Vous êtes avocat. Vous êtes notre invité de ce soir ou de cette journée par rapport à ceux qui vont nous suivre pendant la journée. Alors, pour nos téléspectateurs, Maître Georges, y a-t-il un rapport entre les droits de l'homme et les élections? Tout à fait. Il y a un lien étroit entre les élections et les droits fondamentaux des citoyens. D'abord, l'élection elle-même est l'une des traductions dans la pratique de l'exercice de l'un des droits qui est droit à se choisir les dirigeants de son choix, mais aussi à pouvoir sanctionner la gestion des dirigeants antérieurs. Donc, c'est un moment assez important pour toute société démocratique parce que, à la fois, les élections permettent aussi aux citoyens de participer à la gestion de leurs affaires, c'est-à-dire les affaires publiques. Comme tout le monde ne peut pas être ministre, être chef des rues, bourgmestre ou gouverneur, dans toute démocratie moderne, c'est par notamment la participation à une élection que les citoyens participent aussi à la gestion des affaires de leur pays. Donc, participer, ça veut dire élire des dirigeants, et c'est à l'occasion de l'élection que les citoyens peuvent dire que celui qui était là comme notre chef, notre dirigeant, n'a pas bien travaillé et nous élisons quelqu'un d'autre à titre de sanctions négatives ou les reconduire à cause des résultats qu'il a eu à réaliser. C'est une sanction positive. Donc sans l'élection, il n'y a pas de démocratie parce que c'est l'une des caractéristiques fondamentale d'une société démocratique. Alors, Maître Georges, comment voyez-vous le processus électoral en cours en RDC? Est-ce que les normes de droits de l'homme sont-ils respectées? Votre analyse en tant qu'activiste des droits de l'homme? Alors, le processus, comme je l'ai mentionné, le processus, c'est l'ensemble d'opérations qui sont accomplies par la CENI, c'est-à-dire l'organe organisateur des élections, afin de parvenir au jour J, comme dans le cas d'espèce le 23, parce qu'avant d'arriver au 23 décembre, il y a tout un tas de choses qui doivent être accomplies, comme nous l'avons constaté ici. L'étape de la publication du calendrier est l'une des opérations importantes, parce que le calendrier lie toutes les parties prenantes. C'est un contrat qui lie automatiquement l'organe CENI aux partis politiques, à la société civile et la population, pour dire, voilà, vous et nous prenons l'engagement d'aller dans des bureaux de vote le 23. Donc, aucune des parties ne peut mener des actions allant dans le sens de faire dérailler ce processus. Deuxièmement, lorsque le processus est lancé, il y a tout un tas de droits et libertés qui doivent être exercés. C'est notamment les cas de partis politiques qui doivent participer ou des indépendants qui doivent avoir la possibilité de parler avec des électeurs, de les sensibiliser notamment sur leur propre programme qu'ils veulent présenter, et les gens doivent avoir l'occasion de le faire, c'est notamment par des meetings, des réunions pacifiques, que ce soit en plein air ou dans des endroits enfermés. C'est là, notamment, les aspects aussi importants, c'est-à-dire laisser l'espace d'expression être ouvert à tous, laisser tous les leaders aller organiser des rencontres avec des citoyens pour les conquérir, leur expliquer. Ce qui s'est fait déjà, Maître Georges. Oui, là, j'étais en train tout simplement. Oui. J'étais en train d'énumérer tout simplement d'abord des droits, mais aussi d'avoir accès dans les conditions justes aux médias publics. Parce que tous les candidats doivent bénéficier des mêmes chances. C'est l'article 12 de la Constitution qui dit que tous les Congolais ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Donc, ce sont là des droits. Mais maintenant,
lorsque dans un processus comme le nôtre, nous constatons que régulièrement, ceux qui appartiennent à l'opposition ou les membres de la société civile, principalement des mouvements citoyens, se font réprimer lorsqu'ils tentent d'exercer ces droits ou ces libertés, là, il y a un problème. Et nous essayons d'intervenir à tout moment pour sensibiliser les dirigeants, les gouvernements, à éviter, à empêcher que les services de sécurité ne puissent pas ériger des entraves ou des limitations contre les activités des membres des partis politiques. Donc jusqu'ici, vous voulez dire que les règles de jeu sont respectées? Non, malheureusement, elles ne sont pas respectées parce qu'avant d'arriver aussi aux élections, il y a une des caractéristiques, c'est que le processus doit être ouvert, doit être inclusif. Ça veut tout simplement dire qu'il ne peut pas être arrêté des lois qui excluent d'autres Congolais ou d'autres Congolaises à cause de leur appartenance soit tribale, ethnique ou politique. Malheureusement, dans notre processus, nous constatons qu'il y a un nombre important de Congolais qui sont aujourd'hui écartés, évincés du processus. Vous affirmez que l'issue du processus électoral est hypothétique. Est hypothétique et nous l'avons déjà sensibilisé par plusieurs courriers pour qu'il change. Tout ce que nous lui demandons, ce n'est pas qu'il y a d'autres Congolais qui veulent le remplacer. Nous ne sommes pas dans cette perception des choses, parce que ça risque de retarder le processus. Pensez-vous qu'avec toutes ces pressions, Corneille Nangaa sera en mesure d'organiser les élections le 23 décembre? Oui, ce sont des pressions. Si ce sont des pressions qui vont dans les partenaires financiers font de pression, tout ça. Oui, mais les partenaires, il faut regarder sur quoi portent les pressions. C'est notamment en ce qui concerne l'utilisation de machines à voter qui n'ont jamais été prévues dans les calendriers. Les élections au jour d'aujourd'hui restent hypothétiques, ça c'est l'avis de Maître Georges Kapiamba, mais l'actualité également c'est ce rapport qui a été déposé entre les mains du ministre de la Justice, Alexis Thombo Mwamba, par la ministre des Droits Humains, Marie-Ange Mushobekwa. Maître Georges, vous avez été membre de cette commission en âme et conscience. Est-ce que le travail s'est passé comme il se devait? D'abord, je voudrais profiter de votre télévision pour dire que je ne reconnais qu'un seul rapport, c'est lui que nous avons élaboré, adopté consensuellement dans le cadre de la commission mixte. Et ce rapport a été publié le 10 mars, contresigné par Mme Marie-Ange Mushobekwa en tant que présidente de la commission, et moi-même en tant que rapporteur de cette commission. Et cela, c'est conformément au règlement intérieur de la commission, parce que nous avons convenu qu'aucun rapport, aucun courrier adressé aux personnes extérieures ne peut être authentique si il n'est pas contresigné par nous deux. Mais dans le cas d'espèce, j'ai appris aussi par la voie des médias, comme tout le monde, que Mme Mushobekwa serait allée remettre au ministre Alexis Thombo Mwamba un rapport. Alors que ce rapport n'est jamais passé, notamment par mes mains. Parce que c'est comme ça que nous travaillons. Et voilà pourquoi on ne vous a pas vu à la cérémonie. Voilà, je ne pouvais pas y être parce que je n'étais pas associé. Donc il s'agit d'un rapport qui n'engage que le gouvernement à travers son ministère des Droits humains. Ce n'est pas un rapport consensuel, c'est-à-dire le gouvernement, société civile, nous les ONG qui avons été aussi partie prenante. Mais par rapport... Et je déplore d'ailleurs cette démarche-là qui ne contribue pas d'abord à renforcer la confiance entre notre partenaire gouvernement et nous, mais aussi qui dessert même les intérêts des victimes qui attendaient beaucoup de ces rapports. Parce que je suis sûr, je ne l'ai pas encore lu parce que nous n'avons pas de copie, qui ne contiendrait pas... Il y a eu 3 exemplaires, je crois. Ah, il n'y a eu que 3 exemplaires, mais ça ne peut pas se faire comme ça. Un qui sera renvoyé à l'auditeur général, un autre au procureur général, et un autre qui a été remis au ministère de la Justice. Là, c'est en violation d'ailleurs des droits des participants, mais aussi des victimes. Les victimes ont le droit de connaître le contenu du rapport, doivent savoir ce qui est écrit, et c'est un des instruments
de leur propre plaidoyer. Donc, mais la MONUSCO était aussi représentée, Maître Georges. Je me rappelle, la MONUSCO était présente. À quel jeu joue-t-elle? est-ce que les représentants de la MONUSCO étaient là? Justement, oui. Oui, bon, d'abord, je voudrais préciser que la MONUSCO n'était pas, à proprement parler, une des parties prenantes. C'est un rapport, une commission mixte regroupant les représentants du gouvernement, qui s'était organisé pour qu'il y ait ceux qui viennent des différentes institutions, Commission nationale, le ministère de la Justice, et ministère des Droits humains et la société civile. La CNDH aussi était représentée. Oui, qui fait partie des institutions, donc c'est dans la fourchette des représentants de l'État. Donc, il y a eu sûrement une démarche non loyale qui doit avoir été organisée pour que pareil rapport puisse... Et c'est un rapport, vous verrez, je suis sûr que ce n'est pas un rapport rigoureux. Ça doit être un document, un rapport complaisant, totalement complaisant. On vous a écarté? Non, non, c'est-à-dire ils se sont organisés pour le faire en catimini. C'est un rapport élaboré totalement en catimini. C'est pour cela que j'ai dit que ça doit être un rapport totalement complaisant, parce que pour d'abord adopter les premiers, on a dû mettre plus de 2 jours pour trouver un consensus. Sûrement que notre présence allait les empêcher d'adopter le rapport avec le contenu qu'il est aujourd'hui, qui est totalement défavorable aux intérêts des victimes. Maître Georges, vous connaissant trop tranchant, certaines bouches ont estimé, ont mal vu votre participation à la première commission. Ils ont dit, mais comment Maître Georges peut aller s'associer avec les membres du gouvernement? Nous avons voulu mettre le gouvernement devant ses responsabilités, essayer de jauger son degré de bonne foi, c'est-à-dire sa capacité à travailler avec nous les ONG de défense des droits de l'homme dans la transparence, mais aussi dans la rigueur. Ça a été ça notre démarche, parce que nous devons aussi contribuer à la résolution de certains problèmes dans notre pays. Et tout le temps, dans le passé, ils nous reprochaient de nous mettre toujours à distance et de ne pas accepter de trouver des interfaces pour travailler en commun. Moi, je ne peux pas m'imaginer ou concevoir qu'un dirigeant politique, ministre ou je ne sais pas de quel niveau peut-il être, puisse s'opposer à la mise en œuvre de mesures qui sont pourtant nécessaires pour la réconciliation des Congolais. Il faut libérer tous ces prisonniers politiques, les Diomi Ndongala, Diongo, Muyambo, pour ne citer que ceux-là. Faciliter à Moïse Katumbi de revenir au pays en lui octroyant un passeport. Comme ils l'ont fait, nous sommes contents de constater qu'ils ont octroyé au sénateur Jean-Pierre Bemba un passeport, ce qui va lui permettre de revenir au pays. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que, tout en nous félicitant de différents regroupements politiques qui naissent à gauche et à droite, ce qui constitue de bonnes stratégies électorales pour les uns et les autres, mais nous insistons sur le fait qu'aujourd'hui, avec les fronts des Congolais ou les fronts communs pour les Congolais, les FCC, doit aussi fonctionner en respectant les règles de notre pays, c'est-à-dire la transparence. Comme ce front est constitué fondamentalement des membres du gouvernement, de ceux qui sont dans les institutions de l'État, ils doivent respecter les biens de l'État, faire la différence entre des biens personnels et les biens de l'État, et ne pas toujours utiliser, par exemple, des véhicules de l'État pour aller participer aux réunions des FCC. Parce que ça constitue un détournement des biens de l'État. Ni moins encore utiliser l'argent de l'État pour renflouer les caisses. Vous avez des preuves en affirmant tout ça? Non, nous anticipons. Nous anticipons. Notre travail, c'est de faire les plaidoyers, les sensibiliser pour qu'ils se comportent en de bons dirigeants démocrates, qui respectent, qui font la différence entre les biens privés et les biens publics. Espérons que le message... Et n'utilisez pas les bureaux de l'État pour organiser vos propres réunions privées. Merci beaucoup, Maître Georges, de nous avoir accordé de votre temps. Moi qui vous remercie.